commission de restitution des avoirs et biens mal acquis. Sommet de l'OTAN à Chicago, un sujet de discorde a été noté sur le retour anticipé des soldats français en Afghanistan. Puis lundi sport, ce soir, El Hadj Thierno Dramé nous propose du football, de la lutte, des courses hippiques, de la pétanque et une randonnée pédestre. Ainsi donc, 59 agences nationales et directions de l'État ont été supprimées. L'annonce a été faite par le vérificateur général de l'IGE. Cela s'est passé cet après-midi à la salle des banquets. Le président Macky Sall recevait les membres de l'inspection générale d'État en présence des membres du gouvernement. Il a par ailleurs annoncé la mise sur pied d'un office national anticorruption et d'une commission de restitution des avoirs et des biens mal acquis. La synthèse est signée Radican. Et le train de vie dispendieux de l'État, le président de la République a demandé à l'inspection générale d'État de mener des études pour une nouvelle organisation des services de l'État. Objectif visé, mettre en place des structures légères à la place d'un État onéreux. Le président Macky Sall privilégie une gouvernance transparente, vertueuse, avec une obligation de rendre compte aux populations. Mon ambition pour le Sénégal est de définir et de recentrer l'État dans de nouvelles missions bâties autour des enjeux liés à la création de richesses, au rétablissement des équilibres macroéconomiques ainsi qu'à une bonne politique de protection sociale et de solidarité nationale. Ces enjeux, à n'en pas douter, appellent de nouveaux défis que M. le Premier ministre et son gouvernement devront prendre en charge dans le cadre d'une gouvernance vertueuse, sobre, intégrée et performante. 59 agences et directions nationales ont été supprimées. La mesure concerne la plupart des ministères. 59 structures ont été donc supprimées, dont 9 agences, 2 cellules, un office, une société nationale en phase de création, un fonds, une mission, 41 directions, une délégation et 2 directions générales. Le chef de l'État, toujours dans un souci de rebâtir le Sénégal, a annoncé la mise en place d'une cour de répression des crimes financiers, la création d'un office national anticorruption pour promouvoir l'intégrité dans la gouvernance publique. Il a également prévu de mettre sur pied une commission nationale de restitution des avoirs et biens mal acquis. Objectif visé, sécuriser les biens qui appartiennent à tous les Sénégalais. Il s'agira notamment dans l'intérêt de nos concitoyens, d'arriver à une meilleure protection des ressources publiques et à une plus grande optimisation de leur utilisation. Mesdames et messieurs, c'est dans cet esprit qu'il faut situer la réactivation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite ainsi que l'adoption de nouvelles mesures destinées à renforcer la lutte contre la fraude, les abus, le gaspillage, la corruption. Dans ce cadre, et pour que ce soit clair, que la Cour de répression contre l'enrichissement illicite n'est pas une cour réactivée pour des combats partisans. Je vais proposer très prochainement au Parlement la possibilité de la faire migrer vers une cour de répression des crimes économiques et financiers. Il y a 2 autres instruments supplémentaires que je vais mettre en place immédiatement pour renforcer le dispositif stratégique de notre gouvernance. Le premier instrument est l'Office national anticorruption, OFNAC. C'est une autorité administrative indépendante qui aura pour mission
la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. Le second instrument est la Commission nationale de restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis. Cette commission va être instituée pour rechercher partout où besoin sera et dans le respect des droits de la personne et des conventions internationales, les biens et avoirs dissimulés. Il est donc question d'une démarche cohérente pour donner à la puissance publique les moyens de sécuriser ce qui appartient à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. C'est dans ce cadre, justement, que des propositions de rationalisation des structures ont été faites sur la base des orientations que j'ai données à l'Inspection générale d'État, avec le concours de la primature, de mon cabinet, du secrétariat général de la présidence de la République et de l'ensemble des départements ministériels. J'ai également décidé, dans ce même esprit, de la création d'une commission nationale d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics. Cette structure a pour mission spécifique la formulation d'avis sur nos choix de politique publique et leur mise en œuvre. Le décret portant suppression des agences et directions nationales sera signé et publié. Vous pourrez suivre après ce journal une page spéciale en Wolof consacrée à cette rencontre du chef de l'État avec les membres de l'Inspection générale d'État. Le président Macky Sall y reviendra également sur la nomination des ministres conseillers et des conseillers spéciaux. La question des spéculations foncières au CICES sera soumise aux autorités étatiques compétentes. L'annonce est du ministre Matassi Diallo, chargé du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Elle effectuait ce matin une visite de travail au Centre international du commerce extérieur, nous dit Alassane Diédhiou. Lorsqu'en 1974, le président Léopold Sédar Senghor fit construire le CICES, l'objectif majeur du premier président du Sénégal était de faire de cette plateforme un grand espace d'échange au propre comme au figuré. Aujourd'hui, de ce grand espace de 107 hectares, il reste moins du tiers en termes de surface, soit environ 27 hectares destinés aux manifestations. C'est dire que le CICES est confronté à des difficultés innombrables, notamment l'occupation anarchique de l'espace, la location nébuleuse des sites, le détournement d'objectifs en termes d'activité commerciale et surtout les spéculations foncières. En visite sur le terrain, le ministre Matassi Diallo, en charge du commerce, a pu prendre la pleine mesure de la situation. Ce que j'ai pu constater, c'est 2 à 3 problèmes qui m'ont déjà été soulignés. C'est l'espace du CICES qui a été concédé à d'autres organismes. Ce dossier foncier doit être réglé par l'État. Cette situation particulièrement difficile sur le plan financier et commercial à laquelle fait face le CICES interpelle au premier chef le management. Nous avons un problème de fonctionnement global donc, de cette organisation qui font que actuellement nous avons même des problèmes de salaire. Nous avons des problèmes donc de couverture sociale, de couverture assurance maladie. Nous avons beaucoup de problèmes. Problème de recouvrement des impayés, environnement juridique et commercial défavorable. En se rendant sur les lieux, par-delà l'aspect rituel qui consiste à prendre des premiers contacts avec les services relevant de son département, Matassi Diallo entend démontrer, si besoin en était, sa volonté de prendre en charge les problèmes du CICES, mais en ayant tous les éléments en main. Nous nous rendons à présent au sud et au sud-est du pays, notamment à Vélingara et à Tambacounda, pour voir la situation de la méningite. Des cas ont été enregistrés, mais ils ont pu être contrôlés. Les autorités sanitaires recommandent la vigilance et une réaction rapide devant les cas suspects. Pour l'instant, l'analyse des données épidémiologiques montre une situation maîtrisée, loin du seuil d'alerte, nous dit Omar Diaw. Cette année, la méningite cérébrospinale est réapparue dans de nombreux pays de la sous-région. Elle a été effectivement notée au Sénégal dans un certain nombre de districts, dont Tambacounda. On peut quand même rassurer nos populations pour leur dire que
il n'y a pas quand même de péril en la demeure, que le seuil d'alerte, en tout cas au niveau de la région, n'est pas atteint, ni le seuil épidémique. Ces propos rassurants se fondent sur les données de surveillance épidémiologique régulièrement collectées dans les structures sanitaires. Pas de psychose particulière dans la capitale sud-orientale. La vie se déroule tranquillement, même si des cas en deçà du seuil d'alerte ont été observés. Entre janvier et mars, j'ai totalisé 17 cas qui ont été enregistrés et pris en charge dans le service, donc dont aucun cas de décès. À l'hôpital régional, particulièrement au service de pédiatrie, on reste vigilant pour avoir une réaction précoce, sans quoi le risque de traîner des séquelles lourdes n'est pas exclu. Nous avons eu 3 cas de malades qui sont sortis guéris, certes, mais qui ont présenté des séquelles. Un cas, c'était des séquelles à type d'hémiplégie, et pour les 2 autres cas, c'était des séquelles à type de surdité. Les antibiotiques nécessaires au traitement sont disponibles, même en générique. Leur prise peut être complétée par des corticoïdes pour prévenir les séquelles. Plus le malade arrive tôt chez le personnel soignant, mieux c'est. Nous insistons beaucoup sur la prévention, surtout la prise en charge rapide et précoce des cas pour limiter la transmission du germe. Par rapport à la prévention, surtout avec la vaccination, le vaccin pour le sérotype W135, nous ne l'avons pas. Plus à l'ouest, à Vélingara, dans la région de Kolda, la situation est également contrôlée. Sur les cas suspects, des prélèvements sont effectués pour être analysés. Depuis janvier à nos jours, on a eu à notifier 11 cas suspects. Je dis bien suspects parce qu'il faudrait un laboratoire pour confirmer. Il n'y a pas eu de décès. Ces cas ont été pris en charge soit au niveau poste de santé, soit certains ont été référés. Le laboratoire est un important outil d'aide au diagnostic. Il permet de confirmer ou d'infirmer les cas suspects. C'est tout l'intérêt qu'il y a à équiper les laboratoires et à former les personnels de service. Toujours dans le domaine de la santé, nous parlons de ces syndicats qui vont être formés à la problématique du VIH-Sida. Cela se passera du 21 au 25 mai prochain. Les travaux ont été ouverts par le ministre du Travail et des Relations avec les institutions et de la fonction publique. Cette formation est à l'initiative du BIT Actrave et a pour ambition de lutter contre la discrimination envers les travailleurs séropositifs dans leur lieu de travail, nous dit Aïda Fall. Le fléau du sida fait partout des ravages, d'où l'importance d'élargir la sensibilisation contre cette pandémie dans tous les secteurs d'activité. Ces 23 experts et points focaux syndicaux venus de différents pays d'Afrique seront formés durant 5 jours sur la boîte à outils d'Actrave sur le VIH-Sida. Cette boîte contient 7 cahiers essentiellement axés sur le respect des droits des travailleurs séropositifs. Nous, ce qui nous intéresse dans ce travail, c'est lutter contre la discrimination. Parce que quelqu'un qui est atteint du VIH-Sida, qui est affecté ou infecté par le VIH-Sida, il est discriminé ou il est discriminé. Donc là, ça c'est la première chose. C'est vraiment faire respecter les droits des gens, les droits des femmes, les droits des hommes. De leur côté, les syndicalistes constatent l'impact négatif du sida dans la productivité de l'entreprise. Ils plaident pour une prise de conscience et une mobilisation de toutes les ressources pour freiner son expansion. Pour la tutelle, cette initiative sonne comme un appui à la nouvelle politique de santé, notamment la prise en charge totale de tous les Sénégalais. Cette rencontre sera donc à coup sûr un lieu pour sensibiliser et surtout pour armer les représentants des travailleurs afin que soit préservée leur santé, j'allais dire notre santé, et par ricochet notre bien à tous, l'entreprise. À la fin de la cérémonie, autorités et organisateurs ont invité les participants à s'approprier le contenu de la boîte à outils d'Actrave et d'en faire bon usage. Le Mali, toujours dans la tourmente, en dépit de l'accord de principe signé avec la CEDEAO. Bamako, la capitale malienne, a été ce lundi le théâtre de manifestations contre la désignation du président intérimaire Dio Kounda Traoré pour assurer la transition d'1 an. Les manifestants ont pénétré dans son bureau à Koulouba. Aux dernières nouvelles, le président intérimaire serait à l'hôpital.
Ainsi, la CEDEAO avait donc obtenu que Diokounda Traoré reste à la tête de la transition pour 1 an. Le même accord a été obtenu également pour la Guinée-Bissau, où la transition politique doit se poursuivre pour 1 an également. Ces accords de principe interviennent après la réunion du Conseil des ministres des pays membres de la CEDEAO à Abidjan samedi et dimanche, nous dit Louis-Philippe Sagna. C'est déjà un pas en avant. Après 12 heures de travaux ininterrompus, il a été conclu pour le Mali et la Guinée-Bissau de poursuivre la transition politique. Pour la Guinée-Bissau d'abord, le déploiement des forces d'attente de la CEDEAO a commencé. 629 hommes sont prévus sur le terrain, dont d'ailleurs des Sénégalais qui vont s'occuper du génie et de la santé. Le retrait des forces angolaises, la MISANG, la poursuite de la transition telle que convenue entre autorités bissau-guinéennes, l'invitation qui doit être faite au PAIGC qui ne s'est pas retrouvé dans l'accord en cours, et il a été recommandé de les convier à nouveau pour avoir un gouvernement très inclusif. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait dépêché des émissaires, dont le ministre des Affaires étrangères du Burkina, Djibril Bassolé, pour rencontrer les auteurs du coup d'État du 22 mars dernier au Mali. Un accord de principe a été trouvé. Le Sénégal, voisin de ce pays ami, compte jouer pleinement son rôle dans la résolution de cette crise. Nous pensons, pour notre part, avoir suffisamment attiré l'attention des autorités de la CEDEAO sur les risques que pourrait courir un pays voisin comme le Sénégal du fait de l'afflux attendu de populations civiles égarées et pour lesquelles la CEDEAO a demandé qu'il y ait une exemption du point de vue des accueils humanitaires. Nous avons demandé à la communauté internationale, la communauté régionale, de se préparer à assister le Sénégal dans ces nouvelles tâches. La transition politique va durer 1 an. Diokounda Traoré va assurer les commandes. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'engage à lui faciliter la tâche. La même décision a été prise pour la Guinée-Bissau, où la force de l'organisation sous-régionale a déjà commencé sa mission. À l'étranger, toujours après le G8, c'est le sommet de l'OTAN qui se tient à Chicago. Un sujet de discorde a été nommé au cours des travaux. C'est le retour anticipé des soldats français en Afghanistan. Excellence, Monsieur François Hollande, président de la République. Poignée de main, française. photos et rencontres au plus haut niveau. Le G8 puis l'OTAN. Depuis 3 jours, François Hollande vit à ce rythme. Ce matin, il reçoit le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à son hôtel. Tant de réunions que le président français s'est mis en retard, très légèrement. Il y avait une chaise vide tout à l'heure à la reprise des travaux du sommet de l'OTAN. Une péripétie, sourit un diplomate. L'essentiel pour François Hollande est d'avoir réussi à faire accepter à ses alliés la décision prise par la France de retirer ses troupes d'Afghanistan dès cette année. J'avais, avec mes interlocuteurs, dit que ce point-là n'était pas négociable puisqu'il était de la souveraineté française. Et chacun l'a bien compris. Les rencontres en tête-à-tête avaient précisément cet objectif. Le président Hollande a dit que la France allait jouer un autre rôle en Afghanistan. François Hollande l'avait lui-même dit à Hamid Karzai, son homologue afghan, hier. Paris retire ses troupes, mais pas son aide, notamment économique. Il y aura une contribution qui sera apportée par un certain nombre de pays pour soutenir l'armée afghane, j'entends contribution financière. Mais ce seront aux Afghans eux-mêmes de régler cette question de leur souveraineté. François Hollande aura aussi confirmé à Chicago que la France reste dans le commandement intégré de l'OTAN. Quelques jours seulement après son entrée en fonction, chacun en convient, François Hollande n'a pas manqué de crédibilité pour ses débuts internationaux ici aux États-Unis. Mais ce n'est qu'une étape. Dès mercredi à Bruxelles, il devra à nouveau négocier avec Angela Merkel sur l'avenir de la zone euro et ce sera sans doute plus compliqué. Retour chez nous pour parler du sommet Africité qui se tiendra du 4 au 8 décembre prochain à Dakar sur le thème « Construire l'Afrique à partir de ses territoires ». Quel défi pour les collectivités africaines? Le comité national chargé des préparatifs a fait face à la presse pour faire l'état des lieux, nous dit Kalton Gay.
Toutes les sections concernées ont été confiées à cette réunion de coordination. C'est pour faciliter la réussite du 6e sommet panafricain des collectivités locales. Un engagement et surtout que tout le monde se mette au travail puisque les délais sont très courts. Et il y a des mobilisations qu'il faut faire, beaucoup de diplomatie interne et externe qu'il faut mener et un ensemble d'objectifs à atteindre à terme. La tutelle rassure déjà. Le Sénégal a l'expérience et les moyens pour répondre aux attentes. Les 6 mois qui restent, comment nous allons nous organiser? Premier challenge, c'est l'hébergement. Deuxième challenge, restauration. Troisième challenge, sécurité. Sécurité en termes de santé, de sécurité et tout. Quatrième challenge, c'est accueil. Cinquième challenge, c'est animation. Et maintenant, la participation. J'ai vu tout l'espoir que l'ensemble des gouvernements locaux d'Afrique portent sur la ville de Dakar, sur la personnalité que représente le maire de Dakar aujourd'hui. Et je ne me fais aucun doute que si tous ensemble nous ramons dans la bonne direction et que nous supportions et que nous aidions la ville de Dakar comme il se doit, il ne fait aucun doute que le Sénégal et surtout Dakar a les moyens de nous émerveiller en matière d'organisation de sommet et relativement au sommet Africité de 2012. Plus de 5000 participants sont attendus à Dakar. Du beau monde à prendre en charge totalement. Un important défi que comptent relever les organisateurs. Le mot d'ordre, faire tout pour qu'Africité Dakar 2012 reste à jamais dans les annales. Le Sénégal ambitionne de créer 14 000 écovillages et pour atteindre cet objectif, l'Agence nationale des écovillages accueille une délégation d'une quinzaine d'entreprises françaises qui veulent appuyer la réalisation d'infrastructures de base pour asseoir un développement économique et social des villages sénégalais à Biboumbaï. Voici à peu près l'image du village sénégalais. À première vue, rien d'attractif, qui manque de tout parfois. Ils sont 14 000 à transformer en éco-village, dont voici un spécimen. Un objectif ambitieux et réalisable. Le projet des éco-villages du Sénégal a séduit au-delà de nos frontières, en France, et c'est la raison pour laquelle une délégation d'une quinzaine d'entreprises françaises est venue apporter sa touche pour une réalisation de ces éco-villages répondant aux normes environnementales. Notre force, on a la solution technique et en même temps on apporte un financement pour ce genre d'application et pour ce genre de projet. Nous avons fait l'électrification rurale pour 3 villages au Sénégal, pour le centre communautaire, le centre de santé et l'école. Les projets d'éco-village ont été présentés à Lyon dans le cadre du Forum Eurafrique du mois de novembre dernier. Et dans ce cadre-là, bien entendu, nous avons mobilisé un certain nombre d'entreprises, une dizaine d'entreprises, mais qui ont une expérience et une expertise dans le domaine de la réalisation de projets énergie renouvelable et eau et qui ont décidé de venir à Dakar pour une semaine pour s'enquérir des informations beaucoup plus complètes dans la réalisation de ces projets qui sont des projets majeurs pour le Sénégal. Avec l'appui des bailleurs, du secteur privé, des partenaires français, les éco-villages vont se multiplier à travers le Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous sommes approchés, n'est-ce pas, des entreprises françaises spécialisées dans les questions énergétiques, spécialisées dans les questions d'eau, pour voir dans quelle mesure on peut nous accompagner à travers le secteur privé sénégalais pour mettre en œuvre notre programme national. Aujourd'hui, nous sommes à nos débuts, avec peut-être une vingtaine d'éco-villages qui sont mis en place, avec un programme bien pensé, bien déroulé. Et je pense qu'il est important à ce niveau de faire appel à toutes les forces extérieures, en tout cas pour répondre aux objectifs qui sont fixés par l'État du Sénégal. Avec cette mission d'entreprise française au Sénégal, un nouvel air écologiquement pur va sûrement souffler dans les 14 000 villages sénégalais pour ouvrir une nouvelle ère des éco-villages. Les transporteurs et camionneurs affiliés au syndicat des transporteurs routiers du Sénégal et de la CNTS-FC ont tenu ce matin leur assemblée générale à Mbao. Ils déplorent la fermeture des carrières de Tivaouane-Peulh, de Niag et de Keur Ndiaye-Lo. Ils demandent en outre au gouvernement de les appuyer pour la construction d'un parking pour les gros porteurs. Sédina Alioune Fall. Ce sont des camionneurs déterminés qui ont tenu à assister à cette rencontre sous un soleil de plomb. Parmi les doléances, une nouvelle forme d'exploitation des carrières. Que l'État prenne la responsabilité de gérer ses carrières lui-même, ou bien qu'il nous affecte ces carrières
nous sommes preneurs pour prendre ces carrières-là. Mais on ne peut plus continuer à laisser ces carrières à des personnes qui ne sont pas du métier. Dans ces carrières, c'est des millions et des millions qui sortent par jour. Le minimum, au moins, on peut enregistrer 10 millions par jour. La traversée du fleuve Gambie pose souvent problème aux gros porteurs. Ils l'ont fait savoir. Les camionneurs demandent en outre à l'État de leur octroyer un parking. Nous réclamons une gare routière des gros porteurs sénégalais. L'État a les moyens de le faire. Nous attendons, avec ce nouveau gouvernement, de nous donner une gare routière dédiée aux gros porteurs. Ces transporteurs ont déploré les tracasseries dont ils sont souvent victimes sur le trajet. Ils souhaitent que le nouveau gouvernement tienne en compte leurs préoccupations. La journée culturelle des étudiants et stagiaires sénégalais au Maroc a vécu. Encore une fois, elle a permis à cette communauté estudiantine de communier dans la convivialité. Le temps d'une journée, les étudiants ont revisité les sketchs, défilés et pas de danse qui font le charme de la culture sénégalaise, nous dit Aramda. Parmi ces talentueux acteurs, aucune danseuse professionnelle, aucun mannequin avéré, ni de comédien reconnu. Il s'agit de simples étudiants qui ont la nostalgie du Sénégal. Une fois dans l'année, et c'est devenu une habitude, ils se retrouvent pour revivre quelques aspects de la culture du Sénégal. La jeunesse et la culture sont les seuls et vrais leviers du développement. De ce constat, nous, jeunesse et étudiantines sénégalaises, avons pris à bras le corps la question de la destinée de notre cher pays pour ne pas rester en marge de l'histoire. Conférences, débats, expositions, cuisine et spectacles, les étudiants en sont à la fois organisateurs et acteurs. Ils ont fini d'intégrer les rythmes du Sénégal dans l'agenda du cinéma royal de Rabat. Au-delà de son aspect festif, la journée culturelle est un moment de retrouvailles et d'échanges avec les étudiants sénégalais des autres villes, mais aussi avec les autres communautés estudiantines. C'est donc avec beaucoup de fierté que je vous transmets les félicitations chaleureuses et les encouragements du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Le Sénégal compte au Maroc une communauté estudiantine très dynamique. Elle est regroupée au sein d'une association communément appelée UGESM. La journée culturelle est pour ses membres un rendez-vous de communion et d'évacuation du stress causé par le dépaysement. La cérémonie marquant la fin du centenaire de l'évangélisation dans l'espace du Fogny en Casamance a eu lieu hier dimanche. Pendant 3 jours, la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona a accueilli des centaines de fidèles et abrité les festivités. La messe solennelle a été dite et présidée par le nouvel évêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba, pour le dernier acte. Il a prêché pour le respect des valeurs et des idéaux chrétiens et pour le recul du paganisme qui gagne de plus en plus de terrain dans la zone du Fogny, nous dit Pape Madi Diop. Plus d'une soixantaine d'abbés ont pris part à l'événement. Venus de partout dans la région naturelle de Casamance, des fidèles ont communié et célébré les 100 ans qui ont marqué l'évangélisation du Fogny, espace géographique de Bignona. Le but final, renforcer la foi chrétienne. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. De 10 paroisses que compte le département de Bignona, seuls 5 ont pris part à l'événement. Des diocèses de Kolda, Saint-Louis et Gambie ont été représentés. Cœurs vaillants et âmes vaillantes, Scouts de Bignona et autres mouvements apostoliques ont marqué leur présence. Les valeurs chrétiennes doivent être entretenues telle une flamme d'une bougie. Sous prétexte que nous revenons à la source de notre culture, le paganisme est en train de prendre du terrain sur notre territoire.
jadis illuminés par la parole de l'Évangile, et à la place des sanctuaires et des calvaires jadis implantés par les missionnaires, nous voyons repousser des fromagers, Oussana, où nous allons nous recueillir maintenant. Est-ce cette foi que les missionnaires nous ont léguée? Les autorités régionales non moins étatiques ont rehaussé de par leur présence l'événement. Chaque fois qu'il en sera besoin, et quoi qu'il puisse nous en coûter, nous serons là et présents à vos côtés. C'est cela notre devoir, c'est cela notre détermination, c'est cela notre sacerdoce. Nous sommes engagés pour vous, donc quoi qu'il en puisse en coûter, nous serons toujours à vos côtés et n'hésitez pas à nous solliciter. Monseigneur a présenté aux fidèles son premier collaborateur, Nicolas Biagui, vicaire général du diocèse de Ziguinchor. Paul Abel-Mamba a reçu des présents des consécrats du doyenné de Bignona. Le curé jubilaire des Sasubles pour mieux pratiquer sa religion, le christianisme, et bien mener sa mission au cœur de la capitale du Fogny. L'espace changement climatique de Saint-Louis prend forme. Une vingtaine de maisons ont été construites par la municipalité de la vieille ville et la construction de logements sociaux se poursuit sur le site. Cette décision émane du conseil municipal de Saint-Louis qui s'est penché le week-end dernier sur ces différents projets. Maman Moussaï. Le projet Espace Changement Climatique est une manière pour la mairie de Saint-Louis de contribuer efficacement à la protection de l'environnement. Un site de 200 hectares est aménagé dans ce sens. 21 maisons sont déjà construites, l'électrification est solaire et l'eau est disponible. Un projet très ambitieux qui devrait contribuer à la lutte contre la pauvreté. Ces maisons sont d'un coût global de 15 millions. Et nous les offrons pour une valeur nominative de 4 millions ou 4,5 millions avec des moratoires sur 4 ou 5 ans. Et je pense que ceci est extraordinaire par rapport aux besoins exprimés en termes d'impact sur les changements climatiques. Et ça va nous permettre, si nous avons des aides additionnelles et des bailleurs de fonds, et j'en profite pour faire un appel à tous les bailleurs qui souhaiteraient intervenir sur l'espace changement climatique dans la ville de Saint-Louis, de venir à nos côtés participer en nous aidant, en offrant $10 000 par maison. Les conseillers municipaux ont également réfléchi sur l'éclairage public de la vieille ville, qui dispose d'un financement de 27 millions et est statué sur le programme de développement touristique qui a déjà un financement de 24 millions CFA. La mairie a par ailleurs prévu de recaser les marais de Gendar à travers un site aménagé pour un coût de plus de 300 millions CFA. Je comprends que dans la ville de Saint-Louis, il y a énormément de problèmes. Il y a énormément de difficultés et je voudrais remercier le ministre de l'Intérieur qui nous a permis d'avoir à disposition un détachement du groupement mobile d'intervention pour une période de 15 jours qui a commencé déjà à faire le travail pour véritablement aider la commune pour désencombrer en priorité l'avenue Général de Gaulle. Mais je voudrais le dire pour tout cela qui occupe le domaine public, que toute la ville va être nettoyée, et nettoyée dans le sens de pouvoir libérer les espaces de circulation et permettre aux gens de pouvoir vaquer librement à leurs occupations. La commune de Saint-Louis compte poursuivre son programme de nettoiement et de désencombrement. 140 millions CFA sont prévus dans ce cadre, de même que la réhabilitation des immeubles de Rognan Sud et de l'Agence de développement communal. Lutter contre le chômage des jeunes et la pauvreté en général, c'est ce à quoi s'attelle le mouvement Dego. Le mouvement a tenu le week-end dernier une rencontre pour inviter les pouvoirs publics et les bonnes volontés à adhérer à leur cause. Ibrahim Andom. Ils sont nombreux à effectuer le déplacement pour assister à cette manifestation du mouvement Dego. Les délégations sont pour l'essentiel composées de femmes. Le mouvement a comme principal objectif le développement local. Le mouvement a pour vocation de travailler pour le développement social. D'abord, le raffermissement de la population. Je lance aux autorités de nous doter des infrastructures pour les jeunes, pour les acteurs culturels, pour l'artisanat, pour les éleveurs, pour toutes les composantes de la nation. Dego est un mouvement composé de plusieurs groupes, parmi lesquels des éleveurs de porc. Ces dernières ont d'ailleurs saisi l'occasion pour faire de cette rencontre la tribune de leur doléance. L'élevage du porc est un élevage comme tous les autres élevages. C'est pourquoi nous demandons au ministre de l'élevage, Madame la ministre de l'élevage, de bien s'inquiéter de nos situations actuelles. Les responsables de ce mouvement veulent lutter d'une manière efficace contre la pauvreté dans la banlieue.
Pour ce faire, ils invitent toutes les bonnes volontés à adhérer à leur cause. Mayekor Diouf, c'est le nom d'un artiste qui évolue à Niakhar, à Fatick, et qui vient de mettre sur le marché son 3e album. Le titre « Agir aujourd'hui pour l'avenir de nos enfants ». C'est un cri du cœur qui prône une meilleure prise en charge de nos tout-petits, et nous dit Hamidou Diop. Ce sont des paroles dédiées aux enfants de Fatick, du Sénégal et du monde entier. Ce 3e album de Mayekor Diouf, l'artiste natif d'Issine, est une alerte face aux difficiles conditions de vie des enfants. Je veux changer les enfants et changer les habitudes, les façons de parler, les façons aussi de regarder, les façons aussi de marcher, des trucs comme ça. Un changement de comportement que Mayekor Diouf compte faire passer par la musique à travers cet album dans lequel les mélomanes peuvent aussi entendre Gué Diouf évoquer d'autres thèmes. Je parle aussi de l'unité, je parle aussi de la paix, je parle aussi de la tradition, surtout la tradition sérère aussi. Seulement pour mettre cet album sur le marché, les difficultés n'ont pas manqué. Des problèmes qui, selon Mayekor Diouf, sont partagés par l'ensemble des artistes sérères. Nous, les artistes sérères et les lutteurs sérères, on a un problème. Parce qu'à chaque fois, on sort des trucs, des beaux trucs, mais on n'a jamais des 4x4 ou bien des bonnes maisons là où on peut se cacher, ou bien là où on peut vivre. On a un grand problème. Mais le problème, c'est les moyens. Parce que moi, à chaque fois, des fois, moi, c'est moi qui faisais la production à moi-même. Pour Mayekor Diouf, le soutien des populations est essentiel pour la revalorisation de la langue sérère. Et face au manque de moyens, il sollicite l'appui des autorités. Et lundi sport à présent au menu de ce soir du football avec la Ligue 1 sénégalaise. On connaît les 4 clubs qualifiés pour le play-off et Montpellier qui fête son premier titre en France. Également dans ce menu du sport de la lutte, de la pétanque et des arts martiaux. Et pour tout cela, nous avons sur ce plateau El Hadj Thierno Dramé. Bonsoir El Hadj. Bonsoir. Alors nous démarrons avec du football, donc avec la dernière journée du championnat national. La dernière journée du championnat national de Ligue 1 s'est jouée ce week-end, le week-end dernier donc. Dans la poule A, Djambar et Uzo obtiennent leur billet pour les playoffs. Le champion en titre décroche la 2e place en s'imposant devant le Dakar University Club, grand perdant de cette journée. Le score 3-0. Les temps forts de cette rencontre de la 14e journée avec Henrik Bokoko. Après un parcours en dents d'ici en championnat, l'USO obtient son billet pour les playoffs. Face au Dakar Université Club, portant leader de la poule A avant la 14e et dernière journée avec 24 points, le champion sortant a fait montre de sursaut d'orgueil. Dès le coup d'envoi, les hommes d'Abdoul Salam Lam se mettent rapidement sur orbite avec ce bon mouvement collectif, mais la défense du Duc veillait au grain. Le premier quart d'heure est relativement équilibré de part et d'autre. Les Wakamois restent néanmoins plus dangereux. Ngalasila, très remuant, trouve ici Sadio Diao qui ne se fait pas prier. La Formica Atomica de l'USO ouvre le score 1-0. Les universitaires vont tenter de réagir sur ce coup de pied arrêté, mais sans succès. Requinquel et Wakamois sonnent la charge. Paul Kora Senghor inscrit le 2e but. On joue la 43e minute. 2-0, ce sera le score à la mi-temps. En seconde période, les joueurs du Duc vont jouer le tout pour le tout pour essayer de revenir à la marque. Fadel Fall amorce une offensive, avortée ici par la défense de l'USO. Bien en place, les Wakamois sont plus présents dans les duels et conservent la possession de la balle. Dans les ultimes minutes du temps réglementaire, Sadio Diao, en 2 temps, corse l'addition. 3-0. L'USO s'impose et s'installe à la 2e place au classement avec 25 points, à 1 point de Djambar qui occupe la tête de la poule A.
Je pense que toutes les équipes ont leur haut et leur bas. Pendant que nous étions dans le creux, quand on revenait, les gens n'ont pas fait attention. Donc je pense qu'on s'est organisé. Bon, l'équipe en tout cas a une allure assez acceptable. Maintenant, il va falloir s'imposer parce que les playoffs, c'est une autre paire de manches. Je rends hommage à mes gosses. Ils n'ont pas démérité en quelque sorte. Ils ont eu une meilleure position du ballon, mais en général, l'équipe qui a souvent la meilleure position du ballon ne gagne pas souvent. Mais néanmoins, on n'a pas été présent aujourd'hui. Et on devait être présent aujourd'hui, n'est-ce pas, pour pouvoir franchir cet obstacle-là qu'est les eaux. Une course au play-off qui aura été plein de rebondissements. Les Wakamois terminent à la 2e place. Les tifosi de l'USO célèbrent avec les fumigènes la qualification. On connaît également les qualifiés dans la poule B, Tierno. Djambar et Uzo qualifiés dans la poule A. Dans la poule B, ce sont donc Niary Tally et le Casasport qui obtiennent les 2 places qualificatives pour les playoffs. Et puis retenez que Yaka et Dara sont relégués en Ligue 2. Un football toujours, mais cette fois-ci avec la Ligue 1 française, avec la ville de Montpellier qui fête ses héros. Les Héroltais ont reçu le trophée de champion qui ont été fêtés par des milliers de supporters, joueurs, dirigeants et supporters. Donc ensemble ont célébré le premier titre de l'histoire du club fondé par Loulou Nicolin. Montpellier de Souleymane Camara a été sacré champion de France hier à Auxerre et devant son passage le Paris Saint-Germain. Noyé dans la foule, le bus des héros. C'est l'embouteillage du bonheur. Des dizaines de milliers de Montpelliérains sont venus rendre hommage au tout nouveau champion de France de football. On a vu tous les joueurs de l'équipe, surtout, et franchement c'est génial d'être champion. La place de la Comédie remplie comme jamais attend ses héros, le président en tête. Je suis content et ému. C'est fabuleux. Louis Nicolin a tenu son pari, une nouvelle coiffure qui ne passe pas inaperçue. Hier, pourtant à Auxerre, l'emblématique président de Montpellier a bien failli s'arracher les cheveux. Fébrile lorsque le match est interrompu à plusieurs reprises par des supporters bourguignons mécontents. Puis foot bonheur lorsque John Utaka délivre son club, 13e budget du championnat, mais premier sur le podium. À minuit, sur la place de la Comédie, parmi les 20 000 Montpelliérains qui fêtent la victoire, personne ne pense à aller se coucher. Paris, c'est les millions, c'est Qatar et tout. Nous, on est le petit club du Sud. On est, je crois, le 13e budget de Ligue 1, on est champion. Une courte nuit aussi pour les joueurs. Pas de stars à Montpellier, beaucoup de jeunes issus du centre de formation qui prennent peu à peu conscience de leur exploit. Ça, c'est un truc de fou ce qu'on vient de faire. On joue dans la cour des grands maintenant, c'est énorme. Il y a quelques minutes, les Montpelliérains ont enfin pu soulever le trophée de champion de France, le premier dans l'histoire du club, fêté comme il se doit par toute une région. Autre première en Europe avec la victoire en Ligue des Champions de Chelsea devant le Bayern de Munich. Les Blues de Chelsea, sacrés champions d'Europe pour la première fois de leur histoire. Après l'échec de 2006, Drogba et les siens ont su dompter la terrible série des tirs au but. Une victoire acquise de haute lutte face à une belle équipe du Bayern qui joue à domicile à l'Allianz Arena. Retour sur les temps forts de la finale avec Louis-Philippe Sagna. Voilà ce qui arrive aux équipes qui manquent de réalisme. La désillusion. Le Bayern a laissé filer la finale de la Ligue des Champions sur son terrain. Un scénario imprévisible à l'entame de cette rencontre. Les Bavarois ont montré plus de détermination avec une maîtrise du match face à une équipe de Chelsea qui une nouvelle fois a pris l'option de défendre et de laisser venir son adversaire. Jusqu'à la